Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Lionel Huenvante, je suis enseignant-chercheur ici, à l'Institut de maths de Marseille. Et je vais vous parler d'un curieux problème qui est celui du nombre chromatique du plan. Alors, pour commencer, il faut qu'on parle de problème ouvert. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que signifie être mathématicienne ou mathématicien. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous poser la question, que font les mathématiciennes et les mathématiciens? Donc, par exemple, moi qui suis enseignant-chercheur, j'ai deux facettes à mon métier. Je suis enseignant et puis je suis chercheur. Et donc, la question que je vous pose, en fait, c'est mathématicien dans tout ça, ça recouvre quoi? Oui. Alors, plutôt la partie recherche, en effet. Mais que font les chercheurs en maths? Donc déjà, est-ce qu'il y a encore des trucs à chercher en maths aujourd'hui? Ça, c'est pas forcément évident. Alors peut-être qu'on vous l'a dit en cours, mais c'est pas sûr que vous y étiez, que vous ayez déjà été soumis, enfin en tout cas sujet à ce genre de truc. Et donc il se trouve que les mathématiciens travaillent sur des problèmes qu'on appelle ouverts. Ouvert, ça veut dire que personne n'en connaît la solution. Et pas seulement dans un environnement immédiat, c'est que la solution n'est pas connue. Alors, pour la plupart d'entre eux, malheureusement, l'énoncé même des problèmes n'est pas accessible aux non-professionnels. Et je vais même, il y a quelque chose de pire, c'est qu'on est tellement spécialisé qu'entre professionnels, si on n'est pas du même domaine, on n'est pas forcément capable de comprendre les problèmes ouverts sur lesquels travaillent les collègues. Donc là, par exemple, au CIRM, là, parmi les collègues qui sont en train de présenter des choses, il y en a un certain nombre qui sont des chercheurs aussi. Je suis certain que je peux en trouver où je ne comprends pas les problèmes sur lesquels ils travaillent. Et pas seulement que je ne comprends pas comment est-ce qu'il faut résoudre le problème, je ne comprends pas les mots qu'ils vont utiliser pour formuler le problème. Il me faudra plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire plusieurs années pour arriver à comprendre d'où ça vient. Alors en revanche, il y a des problèmes ouverts qui sont, en tout cas dont l'énoncé est beaucoup plus accessible. Alors peut-être que vous en connaissez. Est-ce que vous sauriez donner des exemples de problèmes mathématiques? J'imagine pour le coup qui sont connus et pour lesquels vous savez que personne ne trouve de solution, qu'on ne sait pas faire. Oui. Ouais, le problème de Syracuse. Donc ça c'est un très très joli problème. Vous partez d'un nombre entier. S'il est pair, vous divisez par 2. S'il est impair, vous multipliez par 3 et vous ajoutez 1. Et puis vous recommencez. La question c'est, est-ce qu'on finit toujours par arriver à 1? On ne sait pas. Mais c'est pas juste là, ici, on ne sait pas. C'est que moi, je ne sais pas, vous ne savez pas, ceux qui sont à côté ne savent pas, et personne dans le monde ne sait. Et je vais même dire plus, les personnes qui arriveront à faire une avancée majeure sur ce problème, par exemple à le résoudre, deviendront célèbres et leur nom restera inscrit jusqu'à la fin de l'humanité dans le livre des mathématiques. C'est clair, ça deviendra instantanément des superstars mondiales. Est-ce que vous en connaissez un autre? Alors, il y en a un autre. En général, donc, les théorèmes, les résultats les plus les énoncés les plus accessibles proviennent souvent de la théorie des nombres. Donc il y a un autre problème qui est célèbre, qui s'appelle la conjecture de Goldbach, et qui pose la question suivante, est-ce que tout nombre pair supérieur à 4 est la somme de deux nombres premiers? Vous savez ce que c'est qu'un nombre premier, j'imagine. Donc vous pouvez essayer de tester pour voir sur tous les entiers supérieurs à 4, par exemple jusqu'à 100, est-ce que vous pouvez toujours trouver deux nombres premiers qui vont vous donner la somme correspondante? Je vous laisse chercher, ce ne sera pas le propos de mon exposé aujourd'hui, mais on a testé jusqu'à très 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 loin. On pense que c'est vrai, mais on n'a pas de preuve. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de certificat, on n'est pas complètement sûr qu'il n'y a pas un nombre pair gigantesque, avec des milliards et des milliards de décimales, qu'on pourra écrire. Peut-être que ce machin existe, qu'on ne peut pas écrire comme somme de deux nombres premiers, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé. Donc moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un problème ouvert, qui est simple à énoncer, et qui est curieux par plusieurs aspects. Donc
alors, ce problème, il s'appelle le problème du nombre chromatique du plan. Alors déjà, il est curieux parce qu'il a des origines curieuses. Donc, contrairement alors, le problème de Syracuse, on arrive, il a été posé à un endroit par une personne, il est relativement récent, c'est-à-dire autour des années 50, il me semble. La conjecture de Goldbach, bon, bah, elle a été documentée par un document écrit, c'est-à-dire que Christian Goldbach a écrit à quelqu'un où il pose la question, donc on sait d'où vient le problème. Mais ce problème-là, celui-là, bah, c'est plus compliqué. Donc on sait qu'il est apparu dans les années 60. Et puis là, bah, je vais vous montrer un tableau des attributions, où vous allez voir que dans des articles qui sont parus dans certaines années, il y a des gens qui ont dit « le problème vient de cette personne-là ». Donc, en 1960, Martin Gardner l'attribue à Leo Moser. En 61, Hugo Hadwiger l'attribue à Edward Nelson. Puis Erdős dit que lui ne sait pas d'où il vient. Ensuite, Croft l'attribue à Erdős, Woodall à Gardner, Simons à Harari, Erdős et Tute, et ainsi de suite. Donc, pour simplifier, on n'en a aucune idée. C'est un espèce de bazar. On ne sait pas d'où ce problème vient. Bon, passons. En 2009, Alexander Seufer, une des personnes qui a le plus travaillé sur ce problème, l'attribue à Edward Nelson. Mais si vous regardez sur la page Wikipédia aujourd'hui, il s'appelle le problème d'Hadwiger-Nelson. Donc, moi, je vais plutôt continuer à l'appeler le problème du nombre chromatique du plan. Vous l'appellerez comme vous voulez, mais si vous voulez en savoir plus, c'est plutôt à cette dernière dénomination qu'il faudra vous référer. Et donc, son énoncé est très simple. Voilà ce qu'on souhaite. Donc, on a une feuille de papier infinie. Donc, mathématiquement, c'est comme si on avait un plan. Et on souhaite colorier les points du plan. Mais pas n'importe comment. Il faut que, quelle que soit la manière dont vous fassiez, si vous produisez deux points qui sont à distance 1 dans le plan, vous devez être certain qu'ils sont de couleurs différentes. D'accord ? Donc je répète, vous avez le droit de colorier les points du plan avec autant de couleurs que vous voulez. Vous voulez juste que, quand vous avez deux points quelconques qui sont à distance 1, ils ne soient jamais de la même couleur. D'accord ? Donc, si jamais j'y arrive comme ça, j'appelle ça un bon coloriage. Donc, un exemple de mauvais coloriage, ce serait d'utiliser une seule couleur, on est d'accord ? Si j'ai une seule couleur, évidemment que toute paire de points à distance 1 va être de la même couleur. Si jamais, on va voir avec un autre exemple de mauvais coloriage, ce serait de prendre mon plan et de colorer tous les plans. Donc vous avez imaginé, vous avez votre axe des abscisses et l'axe des ordonnées comme d'habitude. Et puis vous allez colorier, donc vous avez 4 secteurs. Eh bien vous prenez une couleur par secteur. Donc bleu, rouge, vert, jaune. Clairement là ça marche pas non plus puisque dans chacun des secteurs vous aurez des points à distance 1 qui seront de la même couleur. Donc il faut quelque chose de plus compliqué. Et la question c'est, déjà, si on y arrive, combien de couleurs au minimum faut-il utiliser? Est-ce que le problème est compris pour tout le monde? Alors, y a-t-il des bons coloriages? Oui, il y en a. Il suffit de mettre une couleur différente sur chacun des points. Ça c'est facile, enfin facile. On est d'accord qu'il y a beaucoup de points dans un plan hein, quand même, donc ça risque de prendre du temps si jamais vous mettez des couleurs, mais il n'y a pas de problème. Par contre, donc là, deux points différents ne seront alors jamais de la même couleur, donc en particulier les points à distance 1 vont jamais être de la même couleur, donc on a bien un bon coloriage, mais évidemment, si on essaye de minimiser le nombre de couleurs, c'est quand même pas terrible. Et donc la question c'est, puisqu'on utilise ici beaucoup de couleurs, une infinité de couleurs, et je peux même rajouter une grosse infinité de couleurs, parce qu'il y a des infinis de différentes tailles, et celui-là est quand même relativement gros. La question c'est, est-ce qu'on peut faire mieux, et avec moins de couleurs? Et en particulier, est-ce qu'on peut utiliser un nombre fini de couleurs? En d'autres termes, si jamais je vous donne une boîte de crayons de couleur, avec un nombre fini de couleurs,
eh bien, est-ce que vous serez capable de produire un coloriage qui sera bon? Alors, comment attaquer un tel problème? Alors en fait, c'est pas complètement évident de voir de prime abord. Donc bien entendu que si jamais je vous le posais comme ça, et que je vous disais, bah, allez-y, travaillez dessus, certainement, il y en a un certain nombre d'entre vous qui essaieraient de trouver la réponse directement. Alors par contre, sur des problèmes qui sont comme ça, une fois qu'on a passé un petit peu de temps et puis qu'on se dit que trouver une réponse directe, c'est pas si facile, il faut essayer de casser le problème en plusieurs sous-problèmes, parce que sinon, ça peut être trop dur. C'est comme quand vous êtes en train d'essayer d'atteindre un certain niveau, que, mettons, vous voulez aller de là à là, si vous n'avez pas moyen d'essayer de créer un escalier avec des marches, vous n'allez pas y arriver. Ben là, c'est pareil, on va essayer de créer des marches. Et donc, on va casser ce problème en deux sous-problèmes, parce qu'il y a deux sous-problèmes qui sont assez naturels à traiter. C'est deux visages. Et pour essayer de vous faire comprendre comment on procède, fixons un nombre de couleurs, on n'a qu'à dire 9. Donc on peut essayer deux choses avec 9 couleurs. Soit on peut essayer de produire un bon coloriage du plan avec mes 9 couleurs, ou en tout cas ou plus 9 couleurs. Soit on peut essayer de montrer qu'il est impossible de produire un tel coloriage. Et là, si jamais on arrive à faire l'un ou l'autre de ça, eh ben on aura une information sur le nombre qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que si jamais j'arrive à produire un bon coloriage du plan à 9 couleurs, eh bien, on saura directement que le nombre qui m'intéresse, que j'ai appelé qui, il est inférieur à 9. Tout le monde est d'accord? Si j'arrive avec 9 couleurs, bah, ça veut dire que je risque d'y arriver avec moins, mais peut-être que 9 est le bon nombre. Et on dit qu'on aura obtenu une borne supérieure, c'est-à-dire que j'ai borné par le haut qui. Dans le cas où j'arrive à montrer qu'il est impossible de produire un tel coloriage, eh bien, ce que j'aurais réussi à montrer, c'est que qui est strictement plus grand que 9. On ne peut jamais y arriver avec 9 couleurs. Et donc là, vous voyez que cette fois-ci, j'aurais encadré qui par le bas. Évidemment que qui strictement plus grand que 9, c'est équivalent à qui supérieur ou égal à 10. Et donc en fait, là, on va essayer de procéder différemment suivant qu'on attaque le problème de la borne supérieure ou de la borne inférieure. Alors, essayons de chercher des bornes supérieures. À votre avis, donc là, ce que ça vous demande, c'est d'essayer d'imaginer des bons coloriages avec le moins de couleurs possible. Comment est-ce que vous pourriez faire? Oui? Un damier, exactement. Donc, un damier, alors, j'imagine, peut-être que je n'ai pas besoin de le dessiner. Donc, vous allez avoir, allez, je vais dessiner quand même. Donc, vous avez un quadrillage qui est régulier. Donc, si vous dites damier, j'imagine que les cases sont carrées. Et vous allez vous demander, eh bien alors, j'imagine que vous allez colorier les cases. Alors moi, ce que j'ai envie de colorier, c'est l'intégralité du plan. Par contre, je peux dire que pour colorier le plan, je peux procéder par case. OK? Donc, là, on va commencer par une certaine couleur. Alors, ici, pour aller un petit peu plus vite, au lieu de donner des vraies couleurs, on a plein de craies là, donc là, ce serait possible, mais je vais plutôt donner des numéros en disant il y a couleur 1, la couleur 2, et ainsi de suite. Donc, disons que là, j'utilise la première couleur. Il faudra faire attention à quelle est la taille de ces trucs. Mais on est d'accord que puisque je n'ai pas envie que la distance 1 apparaisse au sein de ma case qui est coloriée en 1, il faut que mon carré il ait une diagonale qui soit plus petite que 1. D'accord? Et puis, par contre, il va y avoir deux choses à régler. Cette histoire de diagonale, donc il faut absolument qu'elle soit plus petite que 1. Mais si jamais elle était vraiment très petite,
il va falloir faire attention à comment est-ce que je vais colorier les cases à distance 1 qui seront autour. Et là, il risque d'y en avoir beaucoup. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais comment est-ce que vous fixeriez votre taille de damier, là, par exemple? Oui. Alors, donc là, si vous mettez ça comme distance, c'est ça que vous dites? Oui, donc là, la diagonale d'un carré de côté 1, c'est racine de 2, et en effet, c'est à peu près 1,4. Donc en effet, c'est plus grand que 1. Mais on n'a qu'à dire, j'ai le droit de colorier comme je veux, donc rien ne m'impose de prendre une distance 1 sur les bandes. Donc je vais mettre une bande plus petite. De sorte que ce truc-là soit légèrement inférieur à 1. Ça, c'est possible. OK. Et maintenant, la question, c'est quelles sont les couleurs que je vais mettre ici? Alors, il est clair que ici, je ne peux pas mettre la même couleur. Bon, je vais en mettre une autre. Hein. Couleur 2. Et puis pareil, tout autour, 2, là, je vais en prendre une troisième. Et puis, je vais essayer de continuer comme ça, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et maintenant, donc ça, j'ai été obligé de mettre des couleurs différentes, parce que sinon, la distance 1 apparaissait. Oui. Pourquoi est-ce que dans la diagonale... Dans les cases aux angles, on ne peut pas mettre 1. Dans les nombres impairs. Vous voulez dire en couleur? Le 3, le 5, le 7 et le 9. Là, je suis en train de... Ça, c'est la couleur 3, on est d'accord? Oui, mais ça pourrait aussi être la couleur 1. Non, parce que si jamais je mets ma couleur 1, par exemple, et que ma diagonale est légèrement inférieure à 1, je vais pouvoir prendre un point là, il y aura une distance 1 et ils seront de la même couleur. On pourrait le mettre au croisement, mais là, j'ai toute ma case qui est coloriée avec la couleur 1. OK? Donc là, je pense que... Est-ce que pour la plupart d'entre vous, c'est assez clair que je suis un peu forcé d'utiliser des couleurs différentes ici? Oui? Le 2 ici? Eh bien, alors, ça... Donc ça, peut-être que je pourrais mettre un 2. Mais la question que ça pose maintenant, c'est une fois que j'ai rempli ces cases-là, comment je fais pour continuer mon coloriage? Donc, un des trucs les plus naturels, qu'est-ce que vous feriez là maintenant si jamais vous aviez quelque chose comme ça? Qu'est-ce que vous essayeriez de faire pour colorier l'intégralité du plan? Oui. Alors, vous pourriez rajouter d'autres couleurs. Mais rappelez-vous, vous avez envie d'en utiliser le moins possible quand même. Alors, oui, vous avez été le deuxième à... On pourrait essayer de le répéter. Et donc, regardez, donc là, c'est comme si j'avais une espèce de super grosse case. Et je vais essayer de répéter ce truc ici, par exemple. Alors, comment est-ce que vous avez envie de le répéter? On pourrait le répéter de manière bête. Enfin, simple, en tout cas. Je prends cette case-là et je la mets là. D'accord? Donc là, je ferai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, si jamais je fais ça, on comprend pourquoi je n'ai pas mis un 2 ici. Pourquoi? Parce que si jamais je mettais un 2 ici, là, j'aurais un 2. Et que ce 2-là, il serait à côté de celui-là. Et que là, j'aurais potentiellement une distance 1 qui apparaît. Donc, en tout cas, si j'utilise cette règle de répétition, en fait, 9, c'est le mieux que je peux faire. Et donc, on est d'accord que là, il faut faire un petit peu attention à comment je colorie les bords. Mais ça, c'est quelque chose dont on peut s'arranger assez facilement. Si jamais on dit que je périodise ce motif et que je recouvre l'intégralité du plan comme ça, je me retrouve avec un bon coloriage, avec 9 couleurs. Et pourquoi? Parce que vous voyez que... Pourquoi est-ce que ce machin est bon? Si jamais j'ai fait attention à ce que ma diagonale soit juste un petit peu plus petite que 1, regardons où apparaissent les motifs qui ont la même couleur. Donc par exemple, là j'ai du 1 ici.
Mon 1, il est là. Donc là, vous voyez qu'il y a 2 cases. Si jamais vous avez une diagonale ici qui est un poil plus petite que 1, ça veut dire que votre côté, il vaut 1 sur racine de 2. Et 1 sur racine de 2, c'est à peu près 0,7. Ce qui veut dire que si j'ai 2 cases d'écart, j'aurai à peu près 1,4. Et ça, c'est plus grand que 1. Donc mes cases de 1, elles sont suffisamment distantes les unes des autres pour ne pas avoir 2 points qui vont être de la même couleur. Et si je répète pareil, vous verrez que là, mon 1, si jamais je répète en haut, la case que je vais avoir ici, ça va être un 8, et le 1 va apparaître au-dessus. Et donc à chaque fois, il y aura au moins 2 cases d'écart entre les cases qui sont colorées 1, et du coup, j'aurai un bon coloriage. Bon. Eh bien, ce qu'on vient de montrer, avec ce petit argument-là, donc là, c'est avec un carrelage, hein, on est d'accord? C'est que 9 couleurs suffisent. Or, c'est bien, hein, déjà, on est passé de l'infini à 9. Et donc, si on traduit en termes de valeur de qui est devenu inférieur à 9. Alors, maintenant, une question immédiate qui se pose à ce stade, c'est comment améliorer ce truc. Alors, comment est-ce qu'on pourrait améliorer? D'une part, en essayant de faire quelque chose qui va être... On pourrait se poser la question, si jamais j'avais des 2 ici, ou que j'essayais d'utiliser moins de couleurs, mais en gardant cette méthode de répétition, est-ce qu'on peut améliorer ce coloriage-là avec un carrelage carré? La réponse est non. Vous pourrez essayer, et vous pourrez vous convaincre assez rapidement. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux que 9. Par contre, peut-être qu'on peut utiliser... Là, on a fait un damier, mais on peut peut-être utiliser d'autres polygones plutôt que de paver avec du carré. Donc, est-ce que vous savez recouvrir un plan avec d'autres formes que des carrés? Oui. Ouais. Alors, est-ce que vous en êtes convaincu? Pourquoi vous en êtes convaincu? Alors, ça s'appelle hexagone avec 6 côtés, ça je vous confirme. Mais pourquoi est-ce que vous êtes convaincu que ce genre de truc existe? Oui. Alors, sauf qu'il y a des polygones réguliers avec lesquels on ne peut pas paver le plan. Oui. Oui. Dans les ruches, oui, exactement, dans les ruches. Ou alors, peut-être que certains d'entre vous ont visité à Marseille des appartements où il y a des tomates. Des tomates, c'est des pavés, des carreaux hexagonaux. Et ben, on peut tout à fait paver un plan comme ça. Et il se trouve qu'avec des hexagones, et ben ça c'est une très très bonne idée. Et avec des hexagones, voilà un exemple de truc qui marche. Donc l'idée est exactement la même que là, c'est-à-dire que je vais avoir... Donc il faut imaginer que je pars du 1 au centre. Je n'ai pas encore produit mon coloriage, mais c'est ça que je suis en train de faire. Je pars du 1 au centre, donc le rouge est la couleur 1, ensuite il y a le 2 et la couleur violette, et ainsi de suite. Donc je tourne autour comme ce que j'ai fait ici. Sauf que là maintenant, le super motif que je vais avoir, notez que... Alors là, là c'était un carré encore. Là, c'est plutôt une fleur. Et on peut voir que ici, j'avais besoin, pour tourner autour de ma fleur, là, de 9 couleurs. Là, j'ai besoin de 7 seulement. Et on peut remarquer qu'on peut répéter encore ce motif en le translatant. Et donc là, vous voyez, je vous ai dessiné quelques fleurs blanches qui sont ici. Et en répétant ce motif-là, eh bien, un argument très similaire à celui-là montre que si jamais vous vous arrangez pour que la diagonale de l'hexagone soit un poil plus petit que 1, eh bien, regardez, la case 1, les cases 1 qui arrivent au plus proche sont forcément séparées de 2 hexagones. Si vos hexagones sont juste un petit peu plus petits que 1, alors cette distance sera plus grande que 1. Et du coup, vous voyez que là, par exemple, l'écart entre les cases rouges, il est suffisamment grand, et c'est pareil, puisque vous avez utilisé quelque chose qui se répète, quelque chose de périodique, eh bien, cette répétition, elle va se faire à tous les niveaux pour toutes les couleurs. Et donc là, on en déduit que qui est inférieur à 7. Avec cette couleur, on est capable de bien colorier le plan.
Alors, par contre, si jamais on veut travailler maintenant avec des bornes inférieures, comment est-ce qu'on peut montrer qu'un coloriage avec trop peu de couleurs ne peut jamais marcher? Alors, essayons de voir. Alors là, je vous ai écrit la preuve, mais on va plutôt travailler avec un dessin, ce sera beaucoup plus facile. Vert et rouge. Donc par exemple, on est d'accord qu'avec une couleur, ça n'a aucun intérêt. Donc on va essayer avec 2 couleurs. Donc supposons que je commence à essayer de faire un bon coloriage. Bon, bah, je pars d'un point et puis je le colore d'une couleur, on n'a qu'à dire vert. Là, il y a 2 cas. Je vais essayer de continuer. Je vais regarder l'ensemble des points qui sont à distance 1 de mon point vert. Donc, l'ensemble des points qui sont à distance 1 de mon point vert, géométriquement, ça a un nom que vous connaissez. C'est un cercle de rayon 1 qui est centré autour de mon point. Première option. Il y a un point vert sur le cercle. Bon, bah c'est mort. Mon coloriage, il n'est pas bon puisque j'aurai 2 points qui seront verts. Pour qu'il n'y ait aucun point vert sur le cercle, la seule option, si j'ai que 2 couleurs, c'est qu'ils soient tous rouges. Bon, bah là, clairement, si jamais je prends 2 points sur le cercle, je peux m'arranger pour que la distance soit 1. Par exemple, là. Bon, bah mon coloriage, il n'est pas bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à 2 couleurs, quelle que soit la manière que j'utilise pour m'y prendre, bah, ça va rater. Donc j'ai montré que tous les coloriages à 2 couleurs ne sont jamais bons. Il est impossible de bien colorier le plan à 2 couleurs. En d'autres termes, donc là c'est un petit peu en mots et moins clair que ça, je pense. 2 est plus petit que qui. C'est-à-dire que qui est au moins égal à 3. Alors, on aimerait essayer d'améliorer ça avec plus de couleurs. Mais pour ça, il faut arriver à prendre le problème un petit peu différemment. Et pour ça, on va traduire le problème dans un langage qu'on appelle la théorie des graphes. Alors, un graphe, pour nous, ça va simplement être un ensemble de points qui vont ou pas être reliés par une arête. Ok ? Et ce qu'on va appeler un bon coloriage du graphe, ça va être une coloration des points, des sommets, et on va faire en sorte que 2 points qui sont reliés par une arête ne soient jamais de la même couleur. Alors par exemple, voilà un exemple de graphe, celui-là il a un nom particulier, c'est le graphe de Golomb. Et vous voyez que ici, on a un bon coloriage du graphe de Golomb. Vous pouvez vérifier avec chacun des cas là que des points qui sont reliés par une arête n'ont jamais la même couleur. Et donc là, j'ai un bon coloriage du graphe de Golomb avec 4 couleurs. Et le plus petit nombre de couleurs qu'on doit utiliser pour bien colorier un graphe, on appelle ça son nombre chromatique. Et on va le noter chrome, CH de G. Alors, un premier exemple très simple. Je pense qu'il est assez clair que si vous prenez ce graphe, qu'on appelle K3, K comme complet, eh bien, le nombre chromatique, c'est 3. Et pour celui-là. Alors, donc on est d'accord qu'il y a des triangles. Donc forcément, c'est au moins 3 couleurs. Est-ce que 4 couleurs suffisent pour colorier ce truc? Donc imaginons. Donc imaginons que j'ai rouge. Je commence tout à l'heure, alors je vais essayer de le reprendre comme ça. Lui, il est rouge. Et que j'ai 2 autres couleurs différentes. Bon, pour les 2 points qui sont ici, je dois nécessairement utiliser les autres couleurs. Donc là, je vais avoir vert et jaune. Ici, que j'ai que 3 couleurs, du coup, bah celui-là, il doit être rouge. C'est obligé.
Je fais pareil de l'autre côté. Donc lui, il doit être rouge. Ah oui, mais lui, il doit être rouge aussi. Mais eux, ils sont reliés. Ça, là, je suis en train de vous montrer que 3 couleurs ne suffisent pas pour colorer ce truc. Là, on oublie la distance 1 pour l'instant. On oublie la distance 1. Là, c'est juste donner un graphe. De fait, cette distance-là, on voit autant que là, toutes ces distances, c'est les mêmes. Celle-là, par contre, c'est pas la même. Mais en tant que graphe, le nombre chromatique ici, je viens de vous montrer qu'il est au moins égal à 4. Et il se trouve que vous pouvez arriver, par contre, si jamais vous avez une autre couleur, par exemple que là, vous pouvez utiliser du bleu. Et puis, si jamais vous avez du bleu qui est disponible, vous pourrez colorer lui en rouge, lui en bleu. Et là, ça ira. Donc en fait, le nombre chromatique de ce graphe-là, c'est 4. Et alors là, on va faire quelques observations. La première observation, c'est que le problème du nombre chromatique du plan revient à étudier le nombre chromatique d'un graphe particulier. C'est pas du tout évident parce que je vous l'ai présenté dans un contexte complètement géométrique, il n'y avait pas de graphe là-dedans. Donc voilà les sommets qu'on prend. Les sommets, ça va être tous les points du plan. Et quelles vont être les arêtes que je vais mettre? Eh bien, je vais relier des arêtes. Je vais relier 2 points lorsque la distance qui les sépare est 1. OK? Et dans ce cas-là, je pense qu'il est assez clair pour vous que le nombre que je suis en train de chercher, c'est précisément le nombre chromatique de ce graphe. C'est juste une reformulation en termes de théorie des graphes. Alors par contre, c'est impossible de dessiner ce truc. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé de faire des sommets sur chacun des points, donc ça déjà, visuellement, c'est pas facile. On n'a pas l'habitude de penser aux points du plan comme étant des entités qui sont séparées les unes des autres. Puis surtout, il y a des arêtes de partout. Là, vous voyez, là, mon point vert, là, il est relié, si jamais vous le dessinez dans le plan, ça veut dire qu'il est relié à tous les points du cercle, mais qu'ensuite, si vous prenez un autre point du cercle, il est relié lui-même à tous les autres points du cercle. Donc là, par exemple, si vous essayez de tracer les arêtes physiquement, vous allez tout de suite avoir des arêtes complètement de partout. Enfin, vous aurez l'impression qu'il y en a de partout. La deuxième observation, c'est que si un graphe apparaît dans un autre graphe, donc par exemple, on l'a vu tout à l'heure, si jamais vous avez un triangle qui apparaît dans un graphe, vous savez que le nombre chromatique va être au moins égal dans le gros graphe à celui du petit. La troisième observation, c'est que le graphe K3, il apparaît dans R2. Il y a des triangles équilatéraux dans R2. Bon, le nombre chromatique, il est au moins égal à 3. Et en fait, ça c'est plus délicat, mais c'est un bon petit exercice, que les graphes de Golomb et de Moser, ils apparaissent aussi. Donc le nombre chromatique, il est au moins égal à 4. Donc si on récapitule, voilà l'encadrement qu'on vient de montrer. Eh bien, figurez-vous que pendant plus de 50 ans, ça a été le mieux qu'on a pu faire. Avec ces preuves, on n'a pas réussi à faire mieux. Et pourtant, on a tous des doctorats. Enfin, je veux dire, on est tous à presque plein temps sur des problèmes de recherche comme ça. Ce problème, il a résisté à tous les efforts d'une communauté mathématique concertée pour arriver à le résoudre. Hein? C'est normal, ça? Un espèce de petit problème comme ça que j'ai pu vous proposer en 5 minutes. Quelles sont les raisons profondes? En fait, il y en a. Si on analyse ce qui se passe, c'est que d'une part, pour améliorer la bande inférieure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre à quelles conditions un graphe va pouvoir apparaître dans R2. Et bien ça, c'est pas facile. Combinatoirement, c'est même assez difficile de savoir si jamais vous me donnez un graphe fini, d'une vingtaine de sommets, vous les reliez un petit peu comme ça, là, de savoir si jamais ce truc va pouvoir apparaître comme un sous-graphe de R2 avec une distance 1, ça c'est dur. Et en revanche, pour améliorer la bande supérieure, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre quels sont nos moyens de produire des coloriages, qui sont bons ou mauvais. Et produire des coloriages, en fait, c'est créer des fonctions. Et il se trouve que ça, c'est très difficile aussi, et il n'est pas du tout impossible que ce soit les axiomes des mathématiques qui nous limitent. Donc en d'autres termes,
en fait, il se peut que les mathématiques, les axiomes qu'on utilise actuellement pour faire des maths, les axiomes qu'on appelle de la théorie des ensembles, ne soient pas suffisants pour répondre à cette question-là. Aussi simple soit-elle. Oui. Alors, vous avez fait un petit peu de géométrie plane, un petit peu de géométrie du plan, géométrie du triangle, par exemple, et vous savez qu'il y a un axiome dont vous avez certainement entendu parler, c'est que si jamais je vous donne une droite et puis un plan qui n'est pas dessus, il existe une unique parallèle à cette droite qui passe par le point. Ça, c'est une des règles qui régissent la géométrie dans le plan. Si jamais le monde géométrique n'était pas comme ça, notre monde serait extrêmement différent. Donc ça, c'est juste un exemple d'axiome en géométrie. Il se trouve que pour faire des maths, on a besoin d'axiomes. On a des vérités sur lesquelles il faut qu'on s'appuie à un moment pour faire des preuves. Et pour les mathématiques, globalement, les axiomes qu'on utilise sont les axiomes de ce qu'on appelle la théorie des ensembles. Ça vous dit ce que sont les ensembles et comment ils se comportent, ce qu'on a le droit de faire. Et on est obligé, pour faire des preuves valides, de s'appuyer sur ce genre de trucs. Et il se trouve qu'en fait, les bases mathématiques, peut-être, ne sont intrinsèquement pas capables de répondre à une question si compliquée, alors que pourtant elle est très simple à formuler. Donc ça, c'est une des possibilités. C'est là où on en était avant 2018. Et pourtant, en 2018, l'encadrement a été amélioré. Le 4 est devenu un 5. Alors comment ça s'est passé? C'est une histoire assez curieuse aussi. Donc il y a un gars qui sortait de nulle part, Aubry Degré. Il n'est pas mathématicien professionnel. Il est sur Wikipédia, on voit qu'il est biogérontologue autodidacte. C'est-à-dire qu'il s'est formé tout seul, et il est de formation informaticien. Juste, il aime bien les problèmes de maths. Eh bien, il a recollé des graphes de Moser entre eux. Il s'est quand même fait aider d'un ordinateur, et puis il avait une idée à la base. Il a montré que des graphes de nombres chromatiques 5 apparaissent dans R2. C'est pas facile. D'ailleurs, le premier exemple qu'il a réussi à produire, il comptait plus de 20 000 sommets. Et avec des efforts, il a réussi à faire quelque chose de plus petit. 1581 sommets, c'est ce qu'il a réussi à produire de plus petit. Donc celui-là, c'est un graphe qui apparaît dans R2 et qu'on peut colorier avec seulement 5 couleurs. Donc d'où il sort? De nulle part. Il a fallu comme une étincelle qui jaillit de nulle part. Mais alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce résultat a tellement étonné la communauté qu'il y a un projet qui a été monté dessus pour essayer d'améliorer ce truc-là. Oui. 2018. Des années 60. En gros, tous les résultats que je vous ai dit, donc je vous ai dit le problème est apparu autour des années 60. Très vite, les petits résultats, les petits résultats dont on a discuté ensemble, ceux-là, ils ont été trouvés très très vite. Et personne n'avait réussi à faire mieux jusqu'à présent. Et donc là, il y a un projet collaboratif qui a été monté, qui s'appelle Polymath 16. C'est la 16e version d'un quelque chose de plus global qui s'appelle des projets Polymath qui ont été initiés par quelqu'un autour de 2010. C'est des projets de collaboration massive en ligne qui sont ouverts à tous, professionnels comme amateurs. Et ils ont été initiés pas par n'importe qui, un médaillé Fields, s'il vous plaît, en janvier 2009, Tim Gawers, dont le premier but était de travailler sur un problème particulier de théorie des nombres. Et puis ensuite, tous les autres projets, eux, ont eu des sujets différents. Donc celui-là, c'était le 16e. Donc Polymath 16 a permis de trouver des graphes encore plus petits. En voilà un. Il y a seulement 826 sommets. Mais ce n'est pas le record actuel. Le record actuel, il est de 509 sommets, mais j'en ai pas trouvé de photo. Et voilà, on en est là. Et maintenant, donc, il y a des travaux en cours qui cherchent à démonter l'existence de graphes finis de nombres chromatiques, puisqu'on a fait 5, et sinon 6. Par contre, je serais bien incapable, et n'importe qui sera bien incapable de vous dire si, quand ou comment aura lieu la prochaine avancée. Ça pourrait être dans les mois qui viennent, mais peut-être qu'il faudra encore attendre 50 ans. Ça, on n'en sait rien. Il n'est pas impossible qu'on trouve une solution qui soit issue d'une connexion profonde avec d'autres problèmes de maths.
À ce moment-là, ce sera certainement plutôt des professionnels qui trouveront ce genre de truc. Mais bon, il n'est pas non plus impossible que ça sorte de nulle part, comme ce qui a été produit en 2018. Et puis peut-être que ce sera l'une d'entre vous. En tout cas, vous m'appelez si jamais vous trouvez des avancées. Okay. Merci beaucoup de votre attention.